Et ben voilà autre chose. Allô? Pardon? Je disais action. Désolé, j'ai été perdu dans mes pensées. Oui, bah j'ai vu, on y retourne. Désolé. Action. Bonjour à tous et bienvenue dans la pièce du fond pour un épisode spécial Halloween dédié à un film un petit peu particulier. On dit qu'on fait un épisode Halloween et il y a les plombs qui sautent, quoi. C'est super original ça. Est-ce qu'on peut être encore plus dans le cliché s'il vous plaît, quoi. Il a fallu que je demande. Vas-y, coupe. Elles sont où les allumettes? Ah voilà. Bon, écoutez, c'est pas que j'en sois content, mais quitte à être dans le cliché, autant y aller à fond. Donc aujourd'hui, c'est assis à la lueur de la bougie que je vais vous raconter un film d'horreur. Dans la plus grande tradition des youtubeurs ciné, donc j'ai voulu vous faire une vidéo sur le thème d'Halloween en vous parlant d'un film d'horreur, ce qui honnêtement n'est pas ma spécialité. Mais j'ai quand même essayé de faire ça bien pour vous et au programme, on a du rock, du sang, des démons et une maison hantée. Ouais, et autant vous dire que j'ai dû faire gaffe dans mon choix, parce que quitte à vous présenter un film un petit peu horreur avec des artistes musicaux dedans, ça aurait pu aussi bien être Kiss contre les fantômes, Terminus avec Johnny, ou encore Incognito avec Benabar. C'est pas un film d'horreur, Incognito, avec Benabar? Ah bon? Pourtant il m'a fait flipper, moi, ce truc. Le film du jour, donc, c'est Studio 666, un film où les Foo Fighters jouent leur propre rôle et où ils vont enregistrer un album dans une maison hantée. Le film est réalisé par P.J. McDonnell, surtout connu, mais pas par moi, pour avoir réalisé le troisième volet de la saga Butcher, une saga de slasher avec un tueur à la hache. Il a aussi réalisé des clips musicaux, pour Slayer notamment, et il a bossé sur une chier d'autres projets comme caméraman notamment. La production du film est restée relativement secrète et s'est pris le Covid en pleine gueule au passage, mais il est terminé malgré tout et sort en 2022 au cinéma aux USA. En France, je ne crois pas qu'il ait eu droit à une projection et même niveau promo, c'est relativement resté aux États-Unis. Et c'est un film qui m'a toujours rendu curieux depuis que je le connais, parce que les teasers que j'envoyais avaient l'air assez clean niveau réal et effets spéciaux, parce que le projet sort de nulle part et que ça me rend curieux, et parce que Dave Grohl est un mec avec pas mal d'autodérision, donc le voir jouer son propre rôle dans un film d'horreur, pourquoi pas? Surtout que le mec a déjà de l'expérience lorsqu'il s'agit de jouer le diable. Le film s'ouvre en 1993 à Encino sur une bien jolie maison qui paraîtrait plus chaleureuse sans la musique inquiétante qui l'accompagne. La caméra se déplace lentement à l'intérieur, nous laissant voir le matériel d'un groupe de musique qui habite la maison, tandis qu'en fond des pleurs de femmes se font entendre. La caméra se rapproche alors subitement du sol, nous laissant découvrir Jenna Ortega rampant dans la douleur. Jenna Ortega que vous pouvez aussi appeler la meuf de mercredi, ou la meuf de Scream, ou la gamine dans Iron Man 3. Sûrement son rôle le plus marquant dans tout ce que je vous ai cité. Ici en tout cas, elle joue une batteuse de black metal avec la jambe pétée, qui rampe au sol pour échapper aux folies meurtrières de son chanteur. Une dynamique super classique dans n'importe quel groupe de musique. À peine le temps d'apercevoir un autre membre du groupe avec la mâchoire fracassée, Jenna se fait à son tour éclater le crâne à coups de marteau. J'avais dit pas de break en sortant du deuxième refrain. Et pour se remettre de toutes ces émotions fortes, vous prendrez bien un générique stylé sur une musique composée par John Carpenter. Ouais, je sais, on s'emmerde pas. Retour au présent, où nous découvrons les Foo Fighters en pleine séance de name-dropping de films. Ils se font gueuler par leur producteur, qui est endetté jusqu'au cou et qui réclame un album histoire de faire de la thune et de renflouer les caisses. Parce que c'est ce que font les producteurs. Mais comme cet album sera leur 10e, les Foo Fighters souhaitent marquer le coup, faire les choses bien et innover. Et tant qu'à faire, ils aimeraient enregistrer l'album dans un endroit un petit peu particulier. Genre, une maison hantée. Par exemple.
Le groupe visite donc la maison avec l'agent immobilier et Dave Grohl remarque très vite une présence à l'étage. La visite continue dans la pièce qui servait de salle de répète au groupe du début. There was another band, and they lived here in the 90s. They thought the sound was incredible, but they never finished their album. Creative differences. Éclater le crâne de ta batteuse à coups de marteau, on peut parler d'un désaccord au sein du groupe. Et en même temps, ces connards de batteurs, je suis désolé mais ils le cherchent un peu, hein, toujours à jouer pendant que t'essayes de t'accorder ou de discuter avec les autres membres du groupe. Je sais de quoi je parle, ok? Toujours est-il que dans cette maison, Dave Grohl trouve l'acoustique super. Whoa. Did you hear that? It's fucking rad. Ouais, bon. Ici c'est pas dingue, j'avoue. We'll take it. Le groupe emménage alors tout son matos dans la maison sous la supervision de leur roadie joué par Kerry King. Ensuite on a une conversation pour laquelle je dois pas être assez fan des Foo Fighters pour avoir la ref, hein, parce qu'il y a un mec qui sous-entend qu'il a niqué la grand-mère d'un autre mec. L'espace commentaire est là pour que vous m'aidiez. Plus tard, Dave Grohl surprend un jardinier qui taille les haies du jardin de la maison, parce que c'est ce que font les jardiniers. Et visiblement, il déteste les jardiniers. Il s'en va donc lui parler, mais ce dernier disparaît mystérieusement. Étrange, hein? Sûrement encore un coup du chat. Dans les films d'horreur, c'est toujours un coup du chat. Pendant cela, donc, les techniciens installent tout le matos et au départ, je voulais faire une vanne sur ce mec et le look super métal qu'il se donne avec son cache-œil là. Mais en fait, l'acteur, il est vraiment aveugle d'un œil et il porte son cache-œil dans tous ses films. Donc... On aperçoit cependant une main fantomatique trafiquer le câblage de la table de mixage. Comme ça, la piste du kick serait la piste de la snare et inversement. Et j'ai aussi inversé le droit-gauche du monitoring. Je suis si diabolique. Alors qu'il essaye de remettre de l'ordre dans le câblage, le guitariste de Slayer se fait cramer par les effets spéciaux. 15 minutes de film et la maison fait sa première victime. Donc là, bien sûr, dans un monde normal, les gens seraient choqués et le groupe suspendrait l'écriture de l'album. Mais je vous avoue que si on agit comme dans la vraie vie, le film fait 15 minutes, donc bien sûr, il décide de rester. Un peu plus tard, Dave fait un barbecue et il a des hallucinations de Krug. Le mec de Slayer donc. Il fait ensuite part à ses collègues du fait que ses idées semblent brouillées depuis qu'ils sont arrivés dans la maison et que, en gros, pour faire simple, il n'a aucune idée de par quel bout prendre cet album, comme si son esprit était flou depuis leur arrivée dans cette maison. Alors que Dave entend de nouveau le jardinier, ah non, il décide de l'interpeller mais tombe en réalité sur Samantha, la voisine d'à côté. La voisine quoi. Une voisine interprétée par Whitney Cummings, une comédienne et réalisatrice américaine que moi je connais pas plus que ça. Elle fait du stand-up, elle fait du podcast et elle a réalisé une sitcom sur sa propre vie. Et comme ici elle joue la voisine chiante que Dave ne peut pas saquer, un petit peu sans raison. Je me suis dit que son rôle était une private joke par rapport à l'image qu'elle renvoie aux USA auprès du public. Mais ça se trouve c'est peut-être pas ça du tout. Il est maintenant temps pour les Foo Fighters de commencer à composer. Ah, le film nous a promis du rock. Voyons ça. Riff number 1. Sounds like this. So, all my life? Autre chose peut-être? I got one more. Wait. That's a great fucking song. It's called Everlong, and you wrote it about 20 years ago. Vous l'aurez compris, le film va nous montrer que Dave Grohl est en panne d'inspiration. Mais deux trucs. Être en panne d'inspiration, d'accord, mais de là à oublier des riffs qu'il joue sur scène depuis 20 ans, ça s'appelle de l'amnésie à ce niveau-là. Je veux dire, c'est un groupe actif, les Foo Fighters. Et deuxième point, il est en panne d'inspiration, d'accord, mais merde, ils sont 45 dans ce groupe-là. Pourquoi il y en a qu'un qui compose et les autres qui regardent? Bon bref, pour bien nous faire comprendre qu'il est en panne d'inspiration, on a un petit montage qui nous montre ce qu'il galère. Seul. Et après, il y a ça. Hello, Dave. Lionel! That's my fucking song. I like that song. No. I love that song. Get your own song, nerd. La nuit venue, Dave reçoit la visite du cadavre de Krug qui lui balance des phrases classiques du lexique des fantômes qui font peur.
Voilà, on aurait aussi accepté trouve la source ou encore ferme le portail ou même il arrive. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce n'était qu'un vilain cauchemar. Sauf qu'en fait, il y a encore des fantômes partout autour du lit ainsi que le jardinier que Dave a aperçu plus tôt et qui s'avère effectivement être quelqu'un d'assez détestable. Puisque avec l'aide des fantômes, il va ouvrir le bide de Dave et lui enlever les tripes. C'est un bordel. Définitivement le pire jardinier que j'ai vu de ma vie et croyez-moi, je m'y connais en jardinier. Mais c'était un rêve. Encore. Pour se remettre de ses cauchemars, Dave va alors commander à bouffer. Le livreur débarque dans un joli plan hommage à l'exorciste et découvre que Dave a le pouvoir d'ouvrir les portes à distance. Rappelle qu'à ce moment-là, Dave n'est encore possédé par aucun démon, il a encore aucun pouvoir surnaturel a priori. Donc là, le film nous informe que Dave Grohl sait faire ça, ce qui est pratique. Si je le relève, c'est uniquement par jalousie. What? You're Dave Grohl! I'm seriously a huge fan. You're like my second favorite band after Coldplay. Ok, tu vas mourir. Tu vas mourir fort. Déjà, il y a des métiers, quand tu les fais dans un film d'horreur, tu meurs. Le livreur en fait partie. Mais là, avec ce que tu viens de dire, tu viens clairement de démontrer que t'es pas là pour être attachant. Une fois qu'il a bouffé, on retrouve Dave Grohl devant un tuto YouTube pour apprendre à composer. Bonne vanne. Mais il est dérangé par un bruit de goutte à goutte. Il vérifie alors le robinet et... Wow! Vous avez vu ça? Dans le reflet du robinet? On voit la caméra. Flippant! Toujours en quête de son goutte à goutte, il explore la maison et si vous êtes fan de fantômes qui passent dans le fond du cadre comme ça, franchement c'est une scène qui devrait vous plaire. Il suit donc le bruit jusque dans la cave, évidemment c'était dans la cave, on est dans un film d'horreur donc c'était soit la cave soit le grenier, et il découvre qu'un hater du MCU vit ici et a décidé d'étriper Rocket Raccoon. Mais surtout il retrouve un vieux magnéto ayant appartenu à Dream Widow, le groupe de Jenna Ortega du début, et c'est en écoutant leurs enregistrements que Dave va, semble-t-il, retrouver l'inspiration. Enfin il va plagier leurs chansons quoi. Je sais pas si on peut parler de retrouver l'inspiration, mais enfin, il retrouve des vieilles chansons et il décide d'en faire un album. Putain, en fait, c'est carrément le même scénario que le film avec Benabar. En écoutant ce qu'il y a sur le magnéto, il va se livrer à une imitation de moi, à 8 ans, faisant de la air guitare dans ma chambre sur du Sum 41, du Linkin Park, du Fall Out Boy, du Green Day ou toute autre musique avec un son de guitare saturé. Soudainement, l'enregistrement s'arrête, ce qui fait que Dave n'est pas content, et il reprend avec une voix démoniaque et assourdissante par-dessus. Ce qui remplit les ampoules de sang. Oh là, c'est pas aux normes comme installation ça. Lorsque la bande s'arrête, enfin, le jardinier apparaît. Alors Dave, il fait « Ah !» Et derrière lui, il y a les démons. Il est projeté contre le mur et de petites boules de fumée fantomatiques volent jusqu'à lui. J'imagine que les choses vont aller de mieux en mieux à partir de là. Dave fait ensuite une démo de sa nouvelle trouvaille musicale aux autres membres du groupe et il en profite aussi pour démontrer ses nouveaux skills de shredder démoniaque. Waouh, super impressionnant. À mon tour. Dave conclut cet incroyable solo sur un accord qu'il a inventé et qui fait résonner des cris fantomatiques dans toute la maison. Ouais, les Gibson avaient tendance à faire ça à une époque. What key is this in? L sharp. Oui, donc pour les non-musiciens, les notes de musique en notation américaine s'écrivent avec une simple lettre. Le La s'écrit A, le Do s'écrit C, le Mi s'écrit E. Voilà, ça semble pas forcément faire sens, mais je vous le dis, c'est comme ça. Et donc ici, l'accord que Dave a inventé s'appelle le L dièse. Sharp en anglais, c'est pour désigner le dièse. C sharp, Do dièse. L sharp, L dièse. You found a new musical note? Hell motherfucking yes, I did. So the L sharp, that's just basically an E flat, but like an octave up? It's not an E, it's an L. Eh bonjour à tous et bienvenue dans les ateliers musicaux inutiles, l'émission où on fait des tutos musicaux qui ne servent à rien. Et aujourd'hui on va apprendre à jouer un L dièse. Bon alors déjà si je me base sur les images et si je regarde la position de sa main, L dièse ça ressemble quand même vachement plus à un sol. Un sol auquel il ajoute sur la dernière corde un sol dièse, ce qui risque de pas sonner très joyeux. Bon bref, c'est effectivement pas très joyeux et surtout ça sonne pas comme dans le film, on est plus proche d'un sol, ce qui est logique. Sauf que quand on écoute le morceau, et même l'accord de manière générale, moi la tonalité principale que j'entends c'est quand même plutôt un Do. Donc
globalement, pas que, c'est un peu enrichi. Et il met le doigt sur la 3e case de la première corde, et pour avoir un Do ici, c'est compliqué. Donc bon, visuellement, c'est de la triche, ça c'est sûr. Mais on va voir quand même comment on peut essayer de reproduire le L dièse au mieux. Et là je vois déjà tous les mecs qui ont un peu l'oreille absolue, je sais pas quoi, me tomber dessus en me disant non, ce que tu fais c'est pas ça, c'est pas si. Eh, oh, hein, je vous rappelle que c'est un tuto inutile, ok? Donc déjà pour que ce soit plus simple, on va se mettre en drop D. Si j'essaie de refaire la position de ses mains une fois en drop D, normalement c'est encore plus moche. Ouais, c'est dégueulasse. Et donc là, normalement on arrive sur du Do. Et on est quand même plus proche de ce qu'il joue là normalement. Ok, donc on est déjà plus proche. Donc moi ce que j'entends c'est globalement un Do avec un petit Sol dièse au-dessus. Sol dièse, il y en a un ici. C'est pas très beau. Mais en même temps, je pense que le Sol dièse est joué avec un son de guitare différent. Bon bref, voilà, c'était le tuto inutile du jour, tout ça pour dire que le L sharp, globalement, c'est un Do. A bientôt pour de nouveaux tutos inutiles, la prochaine fois, on apprendra à faire une chanson de Mylène Farmer. Je suis une libertine. Je suis une catin. Pour les sous-titres, par contre, ils ont traduit ça par le, comme si Dave disait L en espagnol, alors qu'il dit juste la lettre L. Donc c'est une petite approximation de traduction, j'imagine. Alors que tout le monde essaye de déterminer ce qu'est un putain de L dièse pour pouvoir jouer le morceau, la voisine relou débarque avec des cakes citron cocaïne fait maison. Recette de grand-mère. Merci mamie. La voisine qui remarque par ailleurs que quelque chose semble clocher avec Dave Grohl. Le montage nous transporte 3 semaines plus tard, la composition avance, enfin le plagiat avance, et on se rend compte que Dave commence à péter les pédales. À péter les pédales, ça veut rien dire. Et on se rend compte que Dave commence tout doucement à perdre les pédales. Son langage musical devient de plus en plus incohérent et le concept du morceau qu'il a en tête devient de plus en plus abstrait et barré. En gros, il veut faire une chanson sans fin. Ce qui est techniquement compliqué. Pour nous montrer définitivement qu'il pète un plomb, on nous le montre occupé à jouer avec une pelote de laine. Et ça, il n'y a que les tarés qui le font. Et les chats aussi. C'est ce que je viens de dire. Avec sa pelote de laine, donc, il a fait un peu d'art plastique et il a pondu une figure satanique avec des fils et des clous. Une figure censée représenter chaque membre du groupe jouant le morceau Infini. Fier comme un camion, Dave va réveiller tout le monde en pleine nuit pour montrer son chef-d'œuvre et boucler le morceau. Pat va alors avoir le malheur de lui dire qu'il est claqué. Oui, parce qu'il a pas de chambre. C'est sûrement encore une private joke que j'ai pas, mais Pat, il dort sur le plan de travail de la cuisine. Et tout du long, son seul running gag, c'est qu'il pense qu'à la bouffe. Je sais pas pourquoi. Bon bref, comme il a pas de chambre, il est claqué, et du coup il explique qu'il préférerait continuer demain plutôt que de jouer au milieu de la nuit une chanson qui n'est pas censée avoir de fin. Et Dave Grohl va le prendre... comment dire? I'm a fucking rock star, okay? I got whatever I want, whenever I want, the best parking wherever I go for eternity. Them's the rules. Le lendemain, alors que les groupes discutent du fait que Dave est en train de péter une durite, ce dernier débarque pour s'excuser de son comportement. Il va expliquer que l'album représente beaucoup pour lui, qu'il est tendu, blablabla, et surtout qu'il touche au but et que le morceau, qui à ce stade dure 23 minutes, ça, je l'ai pas précisé, a juste besoin qu'on le termine. S'ensuit une scène typique de musiciens qui discutent dans un langage de musiciens. Chris, Rami, you come in like warships, banging off each other. And Rami, there's like a fucking. Damn! Like that! Limpide. Il est temps donc d'enregistrer tout ça dans un super montage musical qui montre le morceau s'étirer en longueur encore et encore. Et alors que le morceau semble trouver sa forme, Dave demande à ses ingé-sons de partir de la maison et s'enferme seul pour peaufiner le morceau. Et oui, c'est bien John putain de Carpenter qui tape son meilleur caméo. Le livreur fait son retour pour apporter la pitance de Dave Grohl, mais il va rencontrer les fantômes du fond du cadre ainsi que le jardinier qui n'aime pas Coldplay, visiblement. Mais heureusement, avant de mourir, il a laissé les steaks devant la porte.
Fan de Coldplay, mais consciencieux dans son travail. On apprécie. À table, les Foo Fighters font alors le point sur le boulot restant, et Dave explique à ses collègues qu'il prévoit de rendre le morceau bien, mais alors bien plus long qu'il ne l'est déjà. It's gonna be fucking longer than that. What? It's gotta be epic, man. It's gotta be like 2112 times 2112. 2112, c'est une chanson de Rush qui dure 20 minutes, pour vous donner une idée. Le lendemain, Pat, qui dort toujours dans la cuisine, prend un cake à la cocaïne et découvre un message au fond du plat laissé là par la voisine. Un message qui parle de sacrifice et de bouquins démoniaques. Vous savez où va cette information? Directement dans l'inventaire. La composition du morceau se poursuit et on en est rendu à un bon 44 minutes à ce stade. C'est alors que Chris se casse, agacé par tout ce bordel. Dehors, il va lui aussi faire la connaissance des fantômes du fond du cadre et du jardinier qui va lui cuire sa gueule et le poignarder. Sauf que... c'est en fait Dave Grohl, habillé en jardinier. Pourquoi? Je sais pas. Ouais, je trouve que ce reveal ne marche pas du tout. Pourquoi est-ce que Dave Grohl est habillé en jardinier? Aucune idée. Il ne le refera plus jamais, ce sera jamais évoqué, on sait même pas où il a trouvé ces fringues-là, donc je dirais que c'est simplement pour tromper le spectateur en jouant sur une silhouette qu'il connaît. Enfin, ça sert quand même pas à grand-chose, hein. Surtout vu la subtilité avec laquelle Dave pète un plomb, ça fait très peu illusion quand même. De l'autre côté de la maison donc, Pat retrouve le corps du livreur proprement laissé là, dehors, exposé, ce qui commence à faire que ça pue sérieusement du cul. Mais Dave va insister pour que personne n'appelle les flics parce que ça les empêcherait de finir le morceau, et il va convaincre tous les membres de continuer à bosser. Et il va aussi leur confisquer leur téléphone et les clés du van. Là, il y a un ou deux red flags à souligner quand même, les gars. Hein. Puisque les choses commencent à devenir vraiment dingues, les Foo Fighters profitent du fait que Dave soit occupé à manger le guitariste qu'il a tué un peu plus tôt, pour se réunir et essayer de comprendre la situation. Pat va alors informer les autres que un peu plus tôt, il a trouvé un mot sous les pâtisseries à la cocaïne, et il va aussi leur parler du fait qu'il a vu Dave Grohl sortir du sous-sol en pleine nuit. Ni une ni deux, le groupe part à la rencontre de la voisine qui va leur expliquer le scénario. Donc, petit 1. La maison se situe au-dessus d'un portail qui permet au monde des ténèbres de communiquer avec le nôtre. Voilà. Petit 2. Greg Newell, le leader des Dream Widow, le groupe de 1993, avait une passion pour les arts occultes. Ok. Petit 3, il possédait un livre constitué de chair humaine. Là, ça devient relou. Petit 4, à cause d'incantations cheloues, il était possédé par un démon chelou obsédé par une chanson et du coup, il forçait chaque jour son groupe à bosser sur la chanson pour la terminer. Et ça me rappelle un truc. Petit 5, l'idée c'est qu'en finissant ce morceau, il ouvrirait un portail entre le monde des ténèbres et le nôtre. Et enfin, petit 6, le bien a fini par l'emporter sur le démon et Greg Newell s'est suicidé. Mais bien sûr, aujourd'hui, le démon est de retour parce que c'est le scénario. Voilà, ça fait beaucoup d'infos. Bon, comment qu'on l'a détruit cette malédiction, madame scénario? La solution, bien sûr, c'est le livre démoniaque. Si vous êtes dans un film d'horreur et que ce film contient un livre qui a l'air démoniaque, la solution, c'est le livre démoniaque. Donc le plan, c'est que Taylor va occuper Dave, Pat et Nate vont retrouver le livre, et Rami, il va baiser la voisine. Voilà. Parce que la seule dynamique entre ces persos depuis le début du film, c'est que l'un est sexy et que l'autre le trouve sexy. Donc oui, voilà, hein, c'est la seule personne ici qui semble avoir des connaissances en délire occulte et qui a la moindre idée de ce qui se passe, mais ne l'impliquons pas dans le projet, hein. Laissons-la juste baiser avec le claviériste. Putain, le claviériste en plus, quoi. Mais là encore, vous connaissez la règle, pratiquer le sexe dans un film d'horreur, c'est s'exposer à une mort certaine, donc... Pendant que Dave découpe les amoureux avec une tronçonneuse, les deux autres partent à la recherche du livre. Ils le retrouvent finalement dans le sol de la cave, ce qui leur vaut de se faire courser par les fantômes du fond du cadre. Parce que les fantômes, ils aiment pas que tu touches à leurs bouquins. Et en vrai, je les comprends, je suis un petit peu pareil. Surtout avec ceux de chez Urban. Ils marquent tellement vite. Il suffit d'avoir les doigts un petit peu gras et puis hop, c'est taché et tu le récupères plus après. Hein. Bon. Moi, je me rappelle, j'avais un... Comme je disais donc, Taylor occupe Dave en enregistrant ses parties de batterie sur le morceau. Il essaye de gagner du temps en jouant volontairement mal, mais après il se passe ça. Donc ça motive à se concentrer et à jouer quite my tempo, quoi. Taylor va donc être obligé de jouer comme il faut et de ce fait, il va terminer le morceau. Ce qui fait que Dave n'a maintenant plus besoin de lui et ça donne une scène qui était sûrement plus drôle à voir avant le 25 mars 2022. Nos deux derniers survivants parcourent le livre et vérifient les symptômes décrits pour vérifier que Dave est bien possédé. Je sais pas si c'était vraiment bien nécessaire de vérifier. Il a mangé votre guitariste. C'est à ce moment que Dave débarque et balance des cadavres dans le broyeur pour s'en débarrasser. S'ensuit une scène de tension inspirée de ce truc là, vous savez, quand quelqu'un est planqué sous le lit et que le méchant marche autour du lit.
et qu'on voit que les pieds du méchant, qu'on se demande s'il va regarder sous le lit ou pas. Ce truc-là, mais en version nulle à chier. Finalement, bien sûr, ils se font repérer et courser jusque dans la maison, où ils se font emmerder d'une part par les fantômes, de l'autre par Dave Grohl. Ils se réfugient alors près de la piscine et sont rejoints par le Dave démoniaque dans sa forme finale avec des tatouages stylés. Grâce au livre, ils transforment la piscine en jacuzzi vert anti-démon et sont alors attaqués par Dave qui fait son super saut grâce à ses acolytes démons. Et là, il y a des effets spéciaux qui sortent du livre et qui font tomber Dave dans le jacuzzi anti-démon. Dave ressort alors de l'eau bénite, débarrassé de sa malédiction, blague de vomi, et fin. Comment ça, non? Non, parce qu'ils sont encore une fois confrontés au leader des Dream Widow qui surgit de... J'en ai pas la moindre idée. Dave lui fonce dessus et lui défonce sa gueule. Parce que les malédictions démoniaques, ça vaut pas grand chose face à une bonne salade de phalanges. Les fantômes des Dream Widow débarquent, eux aussi libérés de la malédiction, parce que c'était eux les fantômes du fond du cadre en fait. Jenna Ortega récupère le bouquin grâce à la force, elle y verse du sang et ça libère plein de petits esprits fantomatiques volants, comme à la fin de Scooby-Doo. Parce que ce film s'inspire des plus grands. Et après le méchant il explose et tout le monde disparaît, les Foo Fighters s'en vont en laissant le bouquin démoniaque au sol, oui, ça me paraît une bonne idée ça. Ils parviennent à sortir du manoir donc, Nate et Pat vont chercher le van, et fin. Non, parce qu'à la fin, une voiture fait son apparition et aborde Dave. Et il s'agit du producteur et de l'agent immobilier dans leur plus bel habit de secte. ouais, vous le voyez venir le truc là. Bagarre entre Dave et son producteur. Bagarre entre les Foo Fighters et l'agent immobilier qui vont s'entretuer comme des gros débiles. Il ne reste donc que Dave et son producteur qui se foutent sur la gueule. Au moment où le producteur comprend que Dave a fini la chanson, il comprend aussi que... j'ai pas trop compris en fait, mais bon, en gros, il comprend que le maléfice est pas tout à fait levé et que le diable va pouvoir rendre le rock cool à nouveau. Comme il a fini la chanson, j'imagine que ça a ouvert le portail ou je sais pas quoi, Enfin, en tout cas, le producteur, ça a l'air de lui faire plaisir. La dernière scène, et cette fois-ci c'est la dernière promis, se déroule un an plus tard et nous montre Dave Grohl, désormais en carrière solo, avant de monter sur scène. Et là, c'est la fin de Studio 666. Bon, honnêtement, je suis pas un pro de films d'horreur. Je connais les classiques, mais je suis loin d'être un spécialiste. Mais quitte à vous faire un épisode un peu Halloween, j'ai voulu choisir un film un petit peu original que vous n'aviez sûrement jamais vu. Bon, peut-être que je me plante et que tout le monde le connaît, mais je suis pas sûr parce qu'en France, il s'est fait assez discret. Encore une fois, le film a été produit relativement dans le secret et de toute façon, il est pas trop sorti des États-Unis. J'ai trouvé des sous-titres en français, mais évidemment pas de version doublée dans d'autres langues. Et c'est uniquement ce qui lui vaut d'être là, c'est le fait de peut-être vous faire découvrir un truc rigolo parce que soyons honnêtes, c'est pas un grand film d'horreur. Il y a des trucs très cool dans ce film, mais si vous êtes vraiment fan d'horreur, je pense pas que vous aimerez ce film. C'est pas vraiment effrayant quoi. On est quand même plus proche d'une comédie qu'autre chose, un peu à la Evil Dead à la rigueur. Et il faut le reconnaître, le scénario écrit par Dave Grohl lui-même ne vole quand même pas très haut. D'ailleurs, il y a beaucoup de scènes dans ce film qui se passent de jour, dans un climat pas particulièrement oppressant. À la fois, les choses dérapent petit à petit, et à la fois, on sent pas vraiment l'urgence de la situation, ni même les proportions dans lesquelles elle dérape. Il reste quelques petits meurtres dans un quartier résidentiel, de jour. D'ailleurs, le concept de maison hantée, il est finalement assez peu utilisé. On sent très peu la présence du lieu, quoi. La voisine est plus présente que la maison. Ça reste une comédie qui se regarde, mais que je conseillerais surtout aux gens qui sont fans des Foo Fighters, bien sûr, ou même si vous êtes musicien de manière générale, il y a des refs et des vannes qui vont vous parler. Déjà, il y a pas mal de caméos du monde de la musique, Kerry King, Carpenter, Lionel Richie, Stevie Vai qui fait la doublure Shredder. La maison en soi, c'est apparemment une maison où les Foo Fighters ont vraiment enregistré un album et dans lequel ils ont observé plein de trucs un peu étranges, ce qui aurait inspiré l'histoire de ce film-là. Il y a plein de running gags sur l'univers de la musique, le claviériste qui n'est pas trop respecté comme musicien. Where's my fucking record, girl? It's all up here. And in there, and in there, and in there, and in there. Not so much here, but I got it, man. Le batteur qui est dégoûté parce qu'il va devoir jouer avec des gants, ce qui est un truc qui se fait pour avoir du grip, mais qui est un peu vu comme un truc de fragile. Le fait de communiquer en onomatopée pour parler d'une musique. Le batteur qui fait sa star sur la position de la caisse claire. Et il y a sûrement plein d'autres rêves que j'ai pas parce que je suis pas assez fan des Foo Fighters, des private jokes entre le groupe et ses fans. Évidemment, il y a quand même de très cool moments musicaux lorsque le groupe compose. Si vous aimez le rock et la musique des Foo Fighters, ces passages-là vous plairont. D'ailleurs, il est bon de noter que Dave Grohl a composé un album de black metal complet sous le nom de Dream Widow que vous pouvez écouter sur YouTube. Et franchement, ça s'écoute. Enfin, ça s'écoute carrément même, c'est très cool. Niveau acting, je pense qu'il faut savoir être indulgent, ça reste des mecs dont c'est pas le métier. Pat,
notamment. Moi, je trouve qu'il joue déjà très mal dans les clips du groupe. Alors là, bon... Dude, what the fuck? Taylor avait apparemment avoué en interview ne pas vouloir s'emmerder à apprendre du texte pour ce film, et donc il aurait improvisé chacune de ses répliques en fonction du mood que ça lui inspirait. Je dois dire qu'il y a des moments où ça se ressent. Niveau réalisation, bah, c'est quand même assez correct, hein. Il y a des petits trucs sympas, même si la plupart du temps ça reste fonctionnel, ça filme ce qu'il y a à filmer, il y a quand même 2-3 idées qui sortent du lot. Il y a aussi pas mal d'hommages à d'autres classiques de l'horreur qui font plaisir à retrouver. Globalement, il y a quand même pas mal de récompenses, de petits clins d'œil et de trucs un peu sympas. Le film a quand même un bon quart d'heure en trop, je trouve, pour un film qui se base plus sur la comédie que sur l'horreur. J'avoue avoir un peu subi la fin. C'est un peu le genre de film que, à la base, tu le lances sans en attendre grand chose, mais même avec ça, je trouve que ça ne décolle jamais vraiment, quoi. Et c'est dommage parce que c'était pas loin d'un truc digne d'intérêt niveau horreur. Et voilà, sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo afin de faire fonctionner ce bon vieil algorithme YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta où je publie des conneries en tout genre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Ciao! C'est bon? Ouais, c'est dans la boîte. Nickel. On remballe? Super. Un petit mot. J'adore les petits mots. Si tu lis ceci, tu auras compris que j'ai volé la cassette, sans déconner. Mais je préfère éviter les malentendus. Je pourrais te dire qui je suis, pourquoi j'ai fait ça, mais comme nous sommes à la fin de la vidéo, je préfère laisser du suspense. Tu m'étonnes. Ne m'en veux pas, certaines personnes aiment ce film. Tu parles. Fais chier.